Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel enregistrement du Nouvel Esprit Public avec aujourd'hui Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris du quotidien allemand la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes en public, nous reprenons donc le cours de nos émissions d'actualité. Selon la tradition, nous commençons cette troisième saison du Nouvel Esprit Public en public et à l'école alsacienne que je remercie de son hospitalité généreuse. Toujours selon la tradition, notre conversation sera suivie d'un échange avec la salle, enregistré et diffusé au milieu de la semaine prochaine. Nous avons, pendant les thématiques diffusées cet été, passé le cap de la 100e émission. Votre assiduité à l'écoute de notre podcast indique que nous passerons aisément le cap de la 1000e. Contrairement à ce qui se passe dans l'univers du podcast, l'écoute du Nouvel Esprit Public ne faiblit pas pendant la période des congés et les émissions thématiques retiennent votre intérêt à l'égal des analyses de l'actualité. Ceci ne peut que nous pousser à enrichir notre offre, comme disent les gens de marketing, et nous vous le proposerons d'ici quelques semaines. À propos d'enrichir son offre, l'hebdomadaire Le 1, dont nous sommes partenaires et qui avait déjà connu un beau succès avec sa revue America, vient de publier le 3e numéro de son trimestriel, Zadig, redoutablement intitulé « Le travail, pourquoi faire ?» En revenant sur son enfance bretonne, Jean-Paul Kaufmann voit venir, je cite, « l'hégémonie marchande, l'adoration du bien-être et la tristesse d'un temps sans avenir », fin de citation. La sociologue Dominique Méda montre que le salariat est comme la démocratie, c'est-à-dire le plus mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres, et notamment du précariat et de l'ubérisation. Diplômé de philosophie et titulaire d'un CAP de charpentier, Arthur Lochmann s'attarde sur le retour en grâce des métiers manuels auprès d'une jeunesse éduquée dans leur ignorance, voire dans leur mépris. Et Jean Dubreuil, patron d'une PME de la région lyonnaise, raconte les 15 ans pendant lesquels il a embauché des jeunes sans diplôme et même des illettrés. J'ai l'impression qu'il y a des patrons de chaînes d'information en continu qui ont fait la même chose, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient assuré leur formation. Zadig est en vente, 19 €. Puisque j'en suis à parler argent et que nous vivons de vos contributions, vous savez qu'elles peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66% et la marche à suivre est indiquée sur notre site. Vous avez le choix entre une contribution mensuelle, par exemple, de 30 €, qui ne vous en coûteront que 10 après défiscalisation, ou un don unique. Nous allons d'ailleurs remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité et qui accompagnent très souvent leur soutien d'encouragement tonifiant. Alexandre Pagès, Patrick Marchand, Dimitri Spoliansky, Serge Boisvert, Maximilien Mouton. Lucille Schmitt. Alors moi, je remercie Martine de Rabaudy, Pascal Leclerc, Christophe Cazel, Oriane Laviec et Jean-Philippe Guérard. Richard Verly. Eh bien, un merci tonique à Guy Pellier, Noé Debré, Françoise Fong-Franco, Frédéric Cher et Jean-Pierre Binoche. Michaela Wiegel. Mes remerciements au nom du Nouvel Esprit Public vont vers Gaspard Lundvall, Hubert Chapoteau, Adrien Lacombe, Fabrice André et Jean-Luc Schilling. Merci à elles et à eux et à toutes celles et à tous ceux qui les rejoindront. Intéressons-nous maintenant à quelques éléments de l'actualité de la semaine écoulée et notamment à ce qui se passe la semaine qui vient de s'écouler en Grande-Bretagne et qui a été particulièrement mouvementée pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, arrivé aux affaires le 24 juillet dernier et chantre du hard Brexit. Mardi, le 3 septembre, lors d'un vote visant à donner à la Chambre des communes le contrôle de l'ordre du jour, normalement aux mains de l'exécutif, une vingtaine de députés conservateurs ont voté avec l'opposition. Cette défection ayant entraîné la perte du vote pour Boris Johnson, les députés en question ont été exclus du parti. Plus tôt dans la journée et en pleine session parlementaire, le Premier ministre avait déjà perdu la seule voix de majorité dont il disposait au Parlement lorsqu'un député Tory choisit de quitter son parti pour rejoindre le banc des libéraux-démocrates europhiles. Mercredi, le 4 septembre,
Une motion visant à imposer au Premier ministre qu'il demande un sursis à l'Union européenne jusqu'au 31 janvier 2020 a été adoptée avec l'appui des députés rebelles tout juste débarqués du parti. Elle a été confirmée par les Lords vendredi. L'adoption de cette loi défaitiste, comme l'a surnommé Boris Johnson, l'a conduit à demander un vote sur l'organisation d'élections anticipées le 15 octobre prochain. Profitant de la concurrence entre le Labour et les Lib Dem et de sa forte popularité auprès des sympathisants du Brexit Party, Boris Johnson devancerait son premier poursuivant d'une dizaine de points lors d'élections anticipées selon l'ensemble des sondages dont il faut rappeler qu'il s'était abondamment trompé au moment où Mme May avait cru pouvoir refaire une manœuvre comparable et que d'une manière générale, les sondages en Grande-Bretagne ont une tendance exagérée à l'erreur. Lors du vote à la Chambre des communes, les 3/5 des voix requis n'ont pas été atteints. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, refusant de soutenir cette proposition d'élection anticipée qu'il a qualifiée de piège, Boris Johnson devient à cette occasion le Premier ministre britannique à perdre ses 3 premiers votes au Parlement. Cette série de déconvenues fait suite à sa décision de suspendre le Parlement à partir du 9 septembre, dans le but de bloquer toute tentative d'empêcher un Brexit dur au 31 octobre. Cette mesure, jugée légale mercredi par la plus haute juridiction écossaise, a choqué jusque dans les rangs des conservateurs et cimenté les oppositions qui la considèrent comme une forme de violation des règles du droit constitutionnel britannique. Publié in extenso par The Sunday Times à la mi-août, un rapport gouvernemental confidentiel indique, je cite, que le grand public et les entreprises restent mal préparés à un Brexit sans accord. Selon l'édition dominicale de The Times, il faut notamment s'attendre au retour d'une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, à des perturbations majeures pendant 3 mois dans les ports britanniques, à des incidents entre bateaux de pêche britanniques et européens, à la fermeture de 2 raffineries menant à la suppression de 2000 emplois, à des manifestations nécessitant une augmentation des effectifs policiers et à une hausse du prix de la nourriture, liste non exhaustive. Michaela Wieg. Oui, dans cette histoire sans fin du Brexit, nous sommes, je pense, on peut le dire, après ces 3 premiers votes perdus pour Boris Johnson en 48 heures, probablement au milieu du roman. C'est-à-dire, nous pensions qu'avec Boris Johnson, probablement, et pour tous ceux qui ont écouté cet été notre thématique sur le sujet, que nous arrivons vers une conclusion, que Boris Johnson allait mener à bien cette sortie de l'Union européenne. Nous sommes aussi peu arrivés qu'avant l'été, avant la chute de Theresa May. Quels sont les faits les plus marquants et qui vont forcément déterminer la suite? Tout d'abord, c'est la division encore plus profonde qu'auparavant. On pensait que c'était même pas possible, mais on voit que c'est encore possible, du parti des Tories, avec des grands noms des ministres comme Kenneth Clarke, qui était ministre de Finances, en fait, du Trésor, qui a été exclu, mais aussi le petit-fils de Winston Churchill, Nicholas Soames, qui avait un poste moins important, mais dont le symbole est quand même marquant, notamment pour Boris Johnson, qui avait Pardon, écrit... Michaela, juste une seconde sur Nicholas Soames. Les journaux ont souligné le fait qu'il était le petit-fils de Churchill, ce qui est un symbole, mais c'est le fils de son père aussi. C'est le fils de Christopher Soames, qui a été un ambassadeur, un diplomate très important, notamment en France, et qui, dans la partie europhile de la classe politique et de la haute fonction publique britannique, a aussi joué un très grand rôle, et les Britanniques le savent. Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs très important de le rappeler, parce que si on parlait des pères, on aurait pu imaginer que Boris Johnson, et j'allais y venir, avec un père qui a travaillé au sein des institutions européennes, aurait pu se révéler à son poste quelqu'un qui savait en tous les cas qu'on pouvait
parler avec Bruxelles, mais c'est son plus jeune frère, Joe Johnson, qui a tiré cette conclusion qu'il ne pouvait plus rester au gouvernement et pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait hier soir, a annoncé la ministre du Travail, Amber Rudd, aussi sa démission du gouvernement. Donc on a un parti du pouvoir fortement divisé et un gouvernement de plus en plus diminué à Londres, avec la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que Boris Johnson peut rester Premier ministre, parce qu'on a vu son incapacité de proposer une stratégie. Le parti du Labour, on vient de le dire, a refusé l'appel aux nouvelles élections tel que c'était conçu dans le projet de Boris Johnson le 15 octobre, en disant qu'ils avaient l'impression que c'était un prétexte du Premier ministre pour ne pas mener des véritables discussions avec les responsables à Bruxelles. Et d'ailleurs, Michel Barnier a laissé entendre que jusqu'à maintenant, aucun représentant britannique a vraiment engagé depuis l'arrivée au pouvoir de Boris Johnson des véritables négociations sur une sortie de crise, une adaptation de l'accord sur le Brexit. Et donc, on a réellement l'impression qu'on est dans une guerre de position où personne ne bouge, mais où on voit de plus en plus s'éloigner une stratégie de sortie de la Grande-Bretagne qui a été dessiné par Boris Johnson, qui a promis que le 31 octobre, la Grande-Bretagne allait sortir quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les Européens? Parce que la confusion côté britannique est claire, mais pour nous, les Européens, c'est quand même très lourd d'implications. Et j'aimerais juste rappeler qu'au mois de mars, déjà, quand il y avait question d'une probable prolongation du délai pour les Britanniques, il y a eu une sérieuse dispute franco-allemande. Le président Macron plaidant pour une sortie sans accord au plus rapide et la chancelière Merkel voulant accorder une prolongation à Theresa May d'1 an. Et vous vous souvenez de la force de l'image. Angela Merkel s'était habillée dans le même bleu que Theresa May ce jour-là pour montrer en quelque sorte sa solidarité. Enfin, les deux femmes ont prétendu que c'était un pur hasard. Mais je crois en la matière, il n'y a pas beaucoup d'hasard. Et donc, comme souvent, quand l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord, et je ne prends pas le reste de l'Europe pour quantité négligeable, loin de là, mais on a trouvé un compromis au milieu, c'est-à-dire cette prolongation jusqu'au 31 octobre. Mais vu la situation quasi à la paralysée à Londres, la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut accorder un nouveau délai aux Britanniques? Et en Allemagne, on a déjà beaucoup de voix qui s'élèvent en plaidant pour un nouveau délai. C'est aussi à cause du ralentissement économique que ce raisonnement est très présent en Allemagne, en disant au moins on préserve une situation qui n'est pas idéale, mais on se préserve des conséquences possibles d'un Brexit dur. En France, en revanche, je n'ai pas encore entendu de responsables politiques qui envisagent sérieusement un nouveau délai. Et la ministre des Affaires européennes, Amélie de Montchalon, a plaidé expressément pour respecter ce délai accordé parce que ça ne changera rien. Donc, indépendamment de l'évolution en Grande-Bretagne, on s'oriente encore une fois vers une désunion européenne à ce sujet et on voit que la situation est assez inextricable. Richard Verlet. Alors d'abord, je voudrais revenir sur le point que vient de soulever Michaela, qui est cette question du report. Personnellement, je trouve que les événements actuels, la manière dont agit Boris Johnson, prouve que les Allemands avaient raison.
Quand Angela Merkel a dit à ce Conseil européen où j'étais présent comme journaliste qu'à son avis, finalement, c'était aux Anglais de revenir vers l'Europe, que ce n'était pas la peine de mettre une date butoir, laissons les Anglais s'enliser dans leur Brexit et le jour où ils auront trouvé comment en sortir, qu'ils viennent nous l'expliquer et nous demander un calendrier. Franchement, je trouve que c'était la bonne stratégie à adopter, qui a buté sur une demande française récurrente qui est plus qu'une demande, en réalité, qui est une forme de principe très français selon lequel il faut toujours des dates et des principes qui obligent à. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron, à l'époque, l'avait justifié en disant, en fixant cette date du 31 octobre, on obligera les Anglais, au fond, à savoir ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas et que quand même, aucun économiste, je crois qu'on l'avait dit ici déjà, mais aucun économiste pour l'instant sérieux n'est capable de dire si le no deal sera une catastrophe ou pas. Peut-être que ça n'en sera pas une, peut-être que les entreprises finalement sauront s'adapter beaucoup mieux qu'on ne le pense. Vous vous souvenez de ce soi-disant cauchemar du passage à l'an 2000, la planète devait être paralysée, finalement elle ne l'a pas été. Ça sera peut-être la même chose avec le no deal, mais personne n'est en mesure de le garantir. Et quand même, reconnaissons à mon avis que le commerce et la santé de l'économie européenne dans ce moment difficile qu'on vit avec la guerre commerciale États-Unis-Chine, ça mérite peut-être de l'attention et que c'est faire beaucoup d'honneur à M. Johnson que d'inféoder le calendrier de l'Union européenne à son desiderata politique. Et quelques autres remarques, et là je voudrais m'attarder sur la personnalité de Boris Johnson, qui pour moi, en quelques semaines, a commis 3 fautes morales, et je suis surpris du fait que quand même il y a une partie de la classe politique, même en France, qui ne le voit pas et qui ne le relève pas. La première faute morale, je pense, pour un Premier ministre d'une grande puissance et d'un grand pays comme le Royaume-Uni, c'est de penser que le chantage est la seule manière de fonctionner. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du chantage au parti politique britannique, en l'occurrence au Labour, en disant « faisons l'élection le 15 octobre puisque vous voulez une élection générale ». Il fait du chantage à son propre parti en disant « les députés qui ne votent pas avec moi seront exclus, y compris s'ils portent un nom prestigieux ». Et il fait du chantage à l'Europe en disant « eh bien, puisque vous n'êtes pas capable de revoir cet accord, moi je suis capable, je suis le plus fort, vous aurez un no deal ». Le chantage, à mes yeux, n'est pas une méthode politique, surtout entre alliés et entre partenaires à l'issue d'une cohabitation, enfin d'un partenariat aussi long que celui qui a été la présence du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ça, c'est la première faute morale. La deuxième faute morale, et elle a été illustrée d'une manière absolue par l'attitude de Jacob Rees-Mogg, le partenaire de Boris Johnson, qui est actuellement le leader du Parti conservateur à la Chambre, lors du débat. Ceux qui l'ont regardé, vous l'avez peut-être vu, il était affalé littéralement affalé, vraiment, c'était ça. Il était affalé, vautré sur le canapé vert, enfin sur le banc vert du gouvernement, en écoutant les députés dire soit qu'ils allaient voter la motion de rejet du no deal, soit qu'ils allaient voter pour Boris Johnson. C'était indécent. Moi, j'ai cru comme spectateur, en regardant sur Internet, qu'il avait une sciatique. Je me suis dit, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a peut-être un mal de dos, ça arrive, etc. Jusqu'au moment où une députée, je ne me souviens plus de laquelle, lui a fait remarquer, lui a dit, mais vous voyez bien que ce type, elle n'a pas employé l'expression ce type parce qu'ils disent tous honorable, vous voyez bien que l'honorable leader de la Chambre n'a même pas pour nous le moindre respect puisqu'il est littéralement affalé sur son banc et ensuite un autre député lui a proposé de lui apporter un oreiller pour qu'il puisse se reposer. C'était lamentable. Et derrière ça, il y a, disons-le, un mépris de classe abominable. Et de la part de Boris Johnson, qui joue au populaire populiste, qui prétend incarner les classes populaires britanniques dans leur rejet de l'Union européenne, je trouve ça désastreux et détestable, et ça ne peut qu'inciter notamment des députés écossais à vouloir quitter au plus vite ce Royaume-Uni qui les méprise à ce point lorsqu'il est incarné par Boris Johnson. Et enfin, troisième faute morale à mon avis, alors là on peut en discuter un peu plus, mais que là je peux le dire en tant que journaliste suisse et d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, je trouve qu'il est en train de tuer ce qu'il y avait peut-être d'honorable dans l'idée du Brexit.
Ce que je trouvais honorable dans l'idée du Brexit, c'est qu'après tout, un pays membre de l'Union européenne, et d'ailleurs le traité de Lisbonne le permet, peut avoir le droit, à un moment donné, de dire « je me retire, cette union ne me convient plus, mon destin est ailleurs ». La Suisse, je le rappelle, n'est pas membre de l'Union européenne, elle ne l'a jamais été, elle ne se porte pas mal que je sache. Ça me paraît tout à fait honorable et il faut le défendre parce qu'il y a en France quand même cette idée qu'on est bien seulement dans l'Union européenne. Eh bien non, on peut aussi être bien hors de l'Union européenne, mais à condition d'avoir avec ses partenaires et ses voisins des relations correctes et des relations de partenaires fiables. La Suisse a été difficile, elle a une centaine d'accords bilatéraux avec l'Union européenne qui ont été très compliqués à négocier. Il ne s'agit pas ici de faire le plaidoyer d'une certaine décence helvétique, mais je trouve qu'en ce domaine, Boris Johnson manque de décence et de la part d'un grand pays comme le Royaume-Uni, l'Union européenne est en droit d'attendre autre chose. Je crois, Richard, que vous avez raison de souligner la difficulté qu'a eu la Suisse et l'Union européenne, qu'ils ont eu ensemble à négocier ces accords. Et sans doute, Boris Johnson en particulier, mais les partisans du Brexit en général, auront-ils intérêt à se pencher sur cet exemple-là pour savoir dans quel chemin ils s'engagent. Ce que vous me disiez sur le caractère honorable de cette possibilité du Brexit me faisait penser à Baudelaire qui souhaitait qu'on ajoute à la Déclaration des droits de l'homme le droit de s'en aller et le droit de se contredire. Et enfin, Gaspard Koenig, dans une tribune du Figaro, Gaspard Koenig, vous le savez, enfin vous le savez ou vous ne le savez pas, et personne n'est obligé, est à la fois un représentant d'une pensée libérale tout à fait original et en même temps un agrégé de philosophie normalien qui vit à moitié à Londres et à moitié à Paris et qui raconte un peu ça dans une tribune du Figaro, enfin qui en tire quelques enseignements et qui soutient que cette attitude méprisante dont Richard vient de donner un exemple de certains membres du Parti conservateur correspond au fait que cette classe aristocratique qui trouvait dans les colonies la population à regarder de haut et de loin, trouve maintenant dans le peuple de Grande-Bretagne, dans le peuple britannique, cette population qu'elle traite comme elle traitait autrefois les colonies. Et puis enfin, tant qu'à monopoliser la parole, le Parlement britannique est quand même une chose étrange, parce qu'ils se sont vraiment très mal conduits avec Madame May à dire je veux pas, mais non, etc. Ils se sont aussi très mal conduits il n'y a pas très longtemps. On se souvient de scandales de parlementaires qui se servaient de leurs indemnités pour faire refaire les douves de leur château ou pour payer la voiture de leur maîtresse ou de leurs amants, d'une manière tout à fait sordide. Et puis voilà, tout d'un coup, qui nous redonne le spectacle d'une vie parlementaire comme on aimerait en avoir une. Enfin, quand on regarde le président, le speaker de la Chambre des communes, et qu'on regarde M. Ferrand, on se dit, ils font vraiment le même métier. De la même manière, quand on voit ce que l'éloquence parlementaire britannique est encore capable de faire, moi ça fait très longtemps, je crois que le dernier orateur parlementaire français que j'ai entendu, c'était Jean-Pierre Cotte, ça doit remonter à 1983, donc c'est dire qu'il y a prescription. Là tout y est, y compris les références à la culture classique, enfin ces députés qui interpellent Boris Johnson en disant je sais que l'honorable Premier ministre a dans son bureau un portrait de Périclès, je ne sais pas si c'est parce que Périclès s'était fait haïr de toutes les autres cités de la Grèce, enfin tout un tas de choses. Je veux dire, je ne veux pas dire que les députés français ne savent pas qui était Périclès. Hein, non. Mais enfin voilà, il y a quelque chose qui à un moment donné fait par éclairage rétroactif, montre quand même la pauvreté de notre vie parlementaire et le caractère calamiteux des conséquences de cette élection simultanée du président de la République et de l'Assemblée nationale. Richard Verly, avec la permission de M. Smith. Juste un point très rapide sur le Parlement britannique. Évidemment qu'ils sont très critiquables dans leurs allées et venues par rapport au Brexit, mais notons quand même que si Boris Johnson et son clan, pour ne pas parler de clique, n'avaient pas systématiquement cherché à démolir Theresa May, l'accord avec l'Union européenne aurait été voté. C'est bien lui et ses hommes, en quelque sorte, et ses femmes qui ont empêché que cet accord soit voté. Juste rappel des choses. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que ce qui est assez marquant dans ce qui se passe actuellement
au Royaume-Uni, c'est qu'on hésite tout le temps entre le burlesque et la tragédie. C'est-à-dire que lorsque on entend Boris Johnson traiter Jeremy Corbyn de poulet chloré, il y a certes des références à Périclès, mais il y a aussi une forme d'invention langagière que je trouve tout à fait absente de nos propres débats parlementaires. De la même manière que lorsque Jeremy Corbyn, justement, lui, pour le coup, joue la tragédie en disant on a affaire à un Premier ministre cynique et donc on doit éviter de mettre les élections parce que c'est un moment de cynisme et ce seront des élections sur fond de cynisme, il y a quelque chose de l'ordre du rappel à la moralité qui me semble aller au-delà des débats de prétoire. Donc ça, je trouve que c'est assez particulier et assez passionnant. De la même manière que peut-être, comme certains d'entre vous, j'ai découvert qu'il y avait donc au gouvernement le frère de Boris Johnson, ce qui me semble éclairer aussi la façon dont les élites britanniques, quelque part, au fond, fonctionnent selon des modalités qui ne sont pas celles d'autres pays de l'Union européenne, y compris la France, auxquels on reproche beaucoup d'avoir des élites endogamiques. Je ne suis pas sûre qu'on aurait, enfin, le fait qu'avoir deux frères aurait été à ce point resté anonyme, surtout lorsque Joe Johnson dit là, il faut que je fasse passer la question nationale avant la solidarité familiale. Là encore, on se retrouve dans une sorte de tragédie à la fois très drôle et très tragique. Je pense que c'est très important. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que dans les commentaires qu'on entend ici ou là, on nous dit au fond il faut respecter la volonté du peuple et Boris Johnson veut respecter la volonté du peuple. Je trouve que tout ça est absolument grotesque. Boris Johnson veut respecter d'abord le fait de sortir avec un Brexit dur que lui a soufflé son conseiller Dominic Cummings depuis longtemps comme une stratégie anti-Theresa May. Et au fond, on est au contraire, ça a été dit par les uns et les autres, dans un clan Johnson qui veut instrumentaliser la notion de peuple, alors même que le sujet qui est en cause, c'est le chaos démocratique auquel on assiste, et quelque part le fait que ce n'est pas propre au Royaume-Uni, mais ce chaos démocratique nous signale aujourd'hui la difficulté à articuler démocratie représentative et respect de la volonté du peuple, surtout lorsqu'on sait que pendant la campagne du Brexit, ça a été démontré par le scandale Cambridge Analytica, la question des fake news, leur instrumentalisation notamment par Boris Johnson, qui avait quand même raconté que l'Union européenne empêchait le recyclage des sachets de thé britanniques, on a quelque chose qui a été de l'ordre du foutage de gueule. Donc la question qui est devant nous, c'est comment peuvent fonctionner aujourd'hui les démocraties avec des leaders conservateurs dans le cas de Boris, mais on sait bien que par exemple il a le soutien de Donald Trump qui a dit Boris is a fighter, he's going to win. Donc on est dans cette situation où on voit une espèce d'alliance internationale des populistes qui apparaît très clairement, qui devient de plus en plus visible. Et la question, c'est quelles règles démocratiques sont capables d'exister face à cette coalition de populistes qui disent, au fond, ceux qui représentent refuse de faire ce que le peuple souhaite, utilisant ainsi un peuple qui, par ailleurs, je le rappelle, en tout cas, les centaines de milliers de manifestants, les millions de manifestants, c'est quand même les plus grandes manifestations qu'il y a eu depuis celle contre la guerre en Irak, aujourd'hui à Londres, sont là pour dire que le peuple est au moins divisé. Ce qui me semble aussi très, très important, c'est que du coup, on assiste à une bataille qui est également juridique. On le sait, il n'y a pas de constitution écrite au Royaume-Uni, et au fond, l'absence de constitution écrite fait qu'il y a une bataille rangée juridique par rapport à la bataille politique. Il y a deux juges déjà qui ont dit que Boris Johnson avait le droit de suspendre la session parlementaire. Cette suspension a créé d'ailleurs cette espèce de guerre rapide, guerre commando qui a été menée par le parlementaire, et cette espèce de séisme au sein du Parti conservateur. Au fond, cette guerre juridique, elle éclaire aussi sur le fait que, quelque part, des lignes de force nouvelles sont en train de se redessiner. Et là-dessus, ce qu'a dit Amber Rudd pour justifier sa démission du gouvernement, moi je trouve d'ailleurs qu'il y a une sorte de courage dans les capacités de démission de ces ministres ou de bouger d'un groupe à l'autre de ces parlementaires, dont je pense que la vie politique française est totalement dépourvue. Et à partir de là, ce qui est dit par les uns et les autres, mais c'est vous ne respectez plus l'esprit du Parti conservateur. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Au fond, à travers l'exclusion d'une vingtaine de députés qui avaient osé dire qu'ils étaient contre l'idée d'un Brexit sans accord, on est en train de revoir les manières de fonctionner du Parti conservateur, l'espèce de gentleman's agreement qui existait dans la vie politique britannique. Et le pari de Boris Johnson, c'est évidemment de récupérer un électorat qui est un électorat anti-Remainers, dans une géographie qui est le nord de l'Angleterre, les Midlands, mais il fait un pari extrêmement risqué parce que en allant contre les règles du jeu qui valent qu'on respecte en fond une espèce de gentleman's agreement, on respecte les formes, il met le pari d'aller vers un électorat qui était celui de Nigel Farage. Et va-t-il gagner ce pari ?
c'est quelque chose, s'il y a des élections, et on sait qu'il y aura des élections anticipées, pas à la date qu'il souhaite, s'il y a des élections anticipées, il fait un pari d'aller vers un électorat populiste. Est-ce que l'électorat conservateur veut voter comme il le pense? Là, je pense que c'est un pari assez risqué. Et donc, je pense qu'il est en train de détruire le Parti conservateur, de remettre en cause les modes de fonctionnement du régime parlementaire. Et du coup, ce que disent quand même les parlementaires, c'est qu'ils pourraient voter un projet de loi demandant au speaker de la Chambre des communes d'aller négocier avec les institutions européennes à la place de Boris Johnson. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une révolte des représentants contre les populistes qui pourrait ainsi s'esquisser. Jusqu'où est-ce que ça ira ? En tout cas, c'est lundi, demain, que la reine doit approuver le projet de loi qui a été voté par les deux chambres. Est-ce que la reine va aussi réintervenir dans cette tragédie burlesque ? Ce sont des éléments extrêmement intéressants et très éclairants aussi sur la manière dont nos représentants, par leur courage, par leur capacité à s'opposer au populisme, peuvent redessiner les règles du jeu démocratique. Juste une citation faite précisément dans la tribune de Gaspard Koenig dans le Figaro, dont je parlais tout à l'heure, à propos des institutions britanniques. André Mauroy notait dans son Histoire d'Angleterre que les institutions britanniques, loin de relever d'une conception a priori, étaient, je cite, l'œuvre du temps, du hasard, du compromis et du bon sens. Michaela Wiegel. Difficile d'intervenir après une telle citation, mais je voulais revenir à un aspect. Est-ce que dans ce qu'a dit notamment Amber Rudd, mais aussi Joe Johnson, de dire finalement je mets mon pays au-delà des intérêts du parti, moi je reste très dubitatif parce que moi j'ai l'impression, si on regarde sur la longue durée ce Brexit, c'est quand même un pays pris en otage par des querelles internes d'un parti. Je m'explique pourquoi David Cameron a eu cette idée de référendum. C'était déjà pour s'assurer sa mainmise sur le parti où il voyait bien qu'il lui échappait. Et pourquoi justement des gens comme Boris Johnson se sont retrouvés dans la campagne du Leave? Justement, c'était aussi une stratégie du pouvoir et un voie de prise de pouvoir. Alors on voit aujourd'hui jusqu'où ça peut amener. On n'est quand même pas loin non seulement d'une division d'un parti, mais aussi la division de tout un parti, parce qu'on voit bien que l'Écosse n'est pas prêt à jouer la partition que Boris Johnson a inventée. On voit aussi que la question, pour utiliser un mot horrible, du backstop sur la frontière entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et ce qui pourrit tout ce débat. Et donc, moi, je crois que réellement, nous assistons à quelque chose qui n'a rien de noble, mais un pays pris en otage par les luttes intestinales d'un parti longtemps majoritaire, et avec un acteur extérieur qui lui-même est un produit de cette même dégénération, c'est un parti cette fois-ci aux États-Unis, avec l'acteur Donald Trump qui lui fait tout pour renforcer l'attitude de Boris Johnson. On a pu observer à Biarritz lors du G7, il n'avait que des éloges pour son ami Boris Johnson et il laisse miroiter la perspective d'un accord commercial entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, alors qu'on voit très bien la difficulté pour un pays seul d'avoir des accords à égal ou à hauteur d'œil avec les États-Unis. Richard Verlet. Oui, rapidement. Deux regrets dans cette situation, et cette fois qui ne portent pas sur l'attitude de Boris Johnson, mais plutôt sur l'accompagnement européen. La première chose, c'est que peut-être que ça n'aurait aucun effet, mais je trouve que dans ce moment de grave crise démocratique, au fond, les dirigeants européens pourraient peut-être reprendre la parole et dire solennellement aux Anglais, le redire, parce qu'ils l'ont déjà fait, qu'il ne s'agit pas de leur enlever ou de nier leur capacité de vouloir quitter l'Union européenne. Il s'agit simplement, au fond, de divorcer, pour employer un terme que tout le monde comprend, de divorcer dans de
de bonnes conditions et dans des conditions honorables. Je trouve que dans un pays, le Royaume-Uni, où justement tous les députés s'appellent honorable, ce serait assez juste que l'Union européenne reprenne la parole dans ces circonstances. Malheureusement, il est vrai, on tombe dans une forme de trou institutionnel puisque la nouvelle Commission européenne n'est pas encore en fonction et que l'ancienne, celle présidée par Jean-Claude Juncker, est finissante. Mais là, il y a, à mon sens, quelque chose qui mériterait d'être corrigé. Enfin, deuxième chose, une chose que je n'ai pas compris et que je n'ai toujours pas compris, c'est ce problème du fameux backstop. Il me semble que cette frontière qui, de toute manière, sera dématérialisée dans tous les cas de figure, il n'y aura pas des guérites avec des barrières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Est-ce que véritablement cette frontière, qui, je le rappelle, est sur une île, est un tel problème pour le marché intérieur européen? Je sais que c'est ce qu'on dit à Bruxelles, on le répète. Eh bien moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y aurait peut-être là des aménagements à trouver. Et de ce point de vue, là aussi, peut-être que l'Union européenne devrait faire preuve de davantage de créativité. Lucie Schmitt. Oui, deux petites choses. C'est que, certes, il faut organiser un divorce, mais c'est un divorce avec la perspective d'un remariage. C'est-à-dire que c'est comme Elizabeth Taylor et Richard Burton. En fait, il y a énormément d'Anglais qui, au fond, se disent il faut en passer par le Brexit et ensuite on reviendra dans l'Union européenne. Donc c'est une spécificité de ce divorce. Et la deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il manque par rapport à Boris Johnson, on voit bien dans cette ultra-personnalisation qui aujourd'hui guide la médiatisation politique, une sorte de leader des Remainers ou au moins du Brexit raisonnable. C'est-à-dire qu'on voit se multiplier au fond les prises de position là-dessus et on ne voit pas émerger cette grande figure et je pense que c'est ça qui manque aujourd'hui pour que cette question du Brexit raisonnable avec cette perspective de remariage puisse s'incarner davantage. Je vous remercie. Avant que nous passions au sujet suivant, j'espère que tout le monde a noté que le nouvel esprit public était représenté au G7. Nous allons maintenant nous intéresser à l'éducation. C'est le moment ou jamais, puisque cette rentrée a été marquée par les réformes qui concernent 12 millions d'élèves, de la maternelle au baccalauréat. Ministre emblématique des ambitions macroniennes, à la tête d'1,1 million fonctionnaires, disposant d'un budget équivalent à 6,5% du PIB, Jean-Michel Blanquer a multiplié les projets de loi depuis son arrivée au gouvernement. Et dernière en date, la loi pour l'école de la confiance, promulguée le 28 juillet, prévoit notamment l'instruction obligatoire dès 3 ans et rappelle le devoir d'exemplarité du corps enseignant. Le dédoublement des classes de CP et de CE1 entamé dès la rentrée 2017 concerne aujourd'hui 300 000 élèves, soit 20% de la classe d'âge, concentrés dans les zones les plus défavorisées. L'encadrement des enfants handicapés a été amélioré avec une augmentation de l'ordre de 24 000 scolarisations, soit une augmentation de 8%. Une des mesures les plus débattues est la suppression des filières littéraires, économiques et sociales et scientifiques et la modification du baccalauréat qui intégrera une part de contrôle continu. Les lycéens devront choisir plusieurs matières à l'intérieur d'un ensemble proposé qui viendra compléter le tronc commun. Cette individualisation des emplois du temps a généré un certain nombre de craintes dans le milieu enseignant. Malgré des mesures visant à améliorer les conditions de travail des professeurs, notamment un plan contre les violences en milieu scolaire et une prime de 300 €, 5000 enseignants ont manifesté à Paris le 31 août contre ces réformes. Une grève des correcteurs du baccalauréat avec les mêmes revendications avait bloqué le rendu des notes en juin dernier. Les principaux griefs sont la mise en concurrence supposée des élèves, causée par la disparition des filières, et le choix individuel des matières, ainsi que la prise en compte d'une part de contrôle continu dans le baccalauréat, faisant craindre des discriminations à l'encontre des élèves de lycées défavorisés. Les réformes, bien que soutenues par la majorité des Français, ont fait chuter la cote de popularité du ministre d'une quinzaine de points en quelques mois. Championne des inégalités en matière d'éducation, la France est largement distancée dans le classement PISA calculé par l'OCDE, qui sanctionne les acquis scolaires des élèves. L'accent mis sur le primaire et les établissements les plus favorisés concentre dans notre pays 1,7 milliard d'euros en 2017 au bénéfice de 20% des élèves dans plus de 1000 réseaux réunissant collèges et écoles, dont 350 en éducation prioritaire renforcée
REP+, et les autres en REP ou en REP. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Vous avez rappelé l'énormité, en fait, enfin la monstruosité, quelque part, de ce qu'est l'éducation nationale. On l'appelait le mammouth, et Jean-Michel Blanquer, maintenant, parle de la taille de l'armée rouge ou du chemin de fer indien. Donc ce sont des images qui multiplient l'idée, en tout cas, d'un Himalaya. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que chacun d'entre nous peut reconnaître qu'il fallait sans doute changer quelque chose au système scolaire français. Et d'ailleurs même, on a le sentiment que chaque ministre y va de sa réforme, change les choses, mais que rien ne change et que, inexorablement, les classements internationaux, à la fois comme le classement PISA de l'OCDE, mais aussi les classements de Shanghai qui concernent pour le coup les universités, traduisent une dégradation de la position relative de la France par rapport aux autres pays, alors même que l'attractivité, la compétition en matière d'éducation, de savoir, sont quelque chose d'essentiel. Donc, on sait qu'en France, on a un budget de l'éducation nationale extrêmement important, des professeurs insatisfaits et peu payés en relatif par rapport, par exemple, aux professeurs en Allemagne, et notamment lorsqu'ils commencent leur carrière. Et on sait aussi que c'est un système qui concentre énormément d'angoisse, pas seulement pour les élèves, mais aussi pour leurs parents et pour la nation tout entière, parce que la question de l'absence de réussite et de la croissance des inégalités scolaires, la France est championne des inégalités à la fois scolaires, à la fois sociales et territoriales, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis, je ne sais pas, une décennie, 2 décennies, 3 décennies, en tout cas, et ça s'oppose à tous les grands principes qui sont affichés en termes d'égalité des chances et d'école, qui est d'abord une école publique. Ce qu'on peut dire par rapport à la réforme de M. Blanquer et à son ambition, c'est qu'il a certainement raison de s'attaquer à plusieurs choses à la fois et à envisager une réforme systémique. Et en ce sens, d'ailleurs, les sondages qui ont été faits auprès des Français montrent que tout ce qui concerne l'école primaire, c'est-à-dire à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire, est approuvé par une grande majorité des personnes qui ont été sondées. Pourquoi ? Parce que certainement que l'idée de dédoubler les classes dans les zones prioritaires, l'idée de faire en sorte de réduire le nombre d'élèves dans les classes en primaire ou en grande section de maternelle à 24 élèves, ce sont des idées de bon sens qui d'ailleurs ne sont pas propres à Jean-Michel Blanquer, qui ont été évoquées rapport après rapport par beaucoup d'inspecteurs de l'éducation nationale. Et donc la question de pouvoir le faire est assez plébiscitée par environ 70% des personnes qui sont sondées. Mais la question, donc c'est une bonne intuition. Après, la question des moyens, lorsqu'il s'agit de le faire, est posée et elle n'est pas résolue par les annonces du ministre. Mais ce qui est important, et me semble-t-il fondamental pour nous, c'est que les angoisses exprimées aujourd'hui se concentrent sur la question du baccalauréat. On sait que le baccalauréat, c'est une spécificité française. On sait que c'est un examen qui n'a pas d'équivalent ailleurs et que le fait de le réformer implique de réformer l'ensemble du parcours au lycée, c'est-à-dire la seconde, la première et la terminale. Alors pourquoi est-ce que les angoisses se concentrent sur le baccalauréat, sur le lycée et au fond, parce que je crois qu'il y a plusieurs questions qui sont en cause et Jean-Michel Blanquer d'ailleurs ne peut pas les résoudre à notre place, à la place de la société française. D'abord parce que le baccalauréat qui aujourd'hui concerne l'ensemble d'une classe d'âge, c'est-à-dire que depuis que Jean-Pierre Chevènement dans les années 80 a dit qu'il fallait que 80% d'une génération ait le baccalauréat, aujourd'hui on est autour de 90% et on sait que c'est un examen qui a été massifié. Mais ça n'a pas résolu plusieurs questions. Est-ce que ça permet ensuite de trouver un emploi ? Est-ce que ça permet ensuite de faire une formation qui permet de trouver un emploi ? Est-ce que c'est l'entrée vers une vie professionnelle qui peut être réussie, alors que, comme on vient de le dire précédemment, au fond, on ne sait pas quels seront les emplois de demain ? Est-ce qu'il s'agit de former des citoyens ou d'ouvrir les voies vers une professionnalisation ? Toutes ces questions sont devant nous et elles existent depuis déjà des années et ce n'est pas par une réforme du baccalauréat qu'on peut les résoudre, mais toutes ces questions sont en arrière-plan. Les 2 principes affichés de la réforme du baccalauréat sont de casser les filières et redonner de la liberté aux élèves dans le choix de leur spécialité. Pourquoi casser les filières ? Parce que la filière S est une filière dominante et que c'est à travers cette filière, évidemment, que le principe de sélection fonctionne, à travers les sciences, mais surtout à travers les mathématiques, les aspirations mathématiques, et ensuite que les élèves ne font pas forcément des études scientifiques et que c'est donc une manière de sélectionner, y compris lorsqu'on ne fait pas d'études scientifiques. Et ce qu'évoque Jean-Michel Blanquer, c'est que ça permettra de redonner l'égalité des chances. Et ce qui est très intéressant dans le jeu de rôle auquel nous assistons, c'est qu'il est accusé par ceux qui s'opposent à sa réforme de faire exactement le contraire et de redonner de l'élitisme social au nom de l'égalité des chances, et donc d'être profondément un pervers polymorphe. À partir de là, moi je ne vais pas me prononcer à ce stade parce que la rentrée scolaire vient d'avoir lieu, mais je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui restent entières et je crois qu'on peut les partager ensemble.
je crois qu'en mettant en avant la question des choix individuels et du fait de redonner de la liberté aux élèves, on se défausse quelque part sur des responsabilités individuelles, une responsabilité collective. Comment va-t-on orienter et sélectionner ? Parce qu'un système scolaire, c'est aussi là pour orienter et sélectionner. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans l'espèce d'idée qu'on redonne du respect à l'élève, à ses choix, etc., on laisse en arrière-plan la question de cette sélection, alors même qu'on sait que, par exemple, à l'université, le droit à sélectionner a été installé et que l'année dernière, à travers Parcoursup, on a vu que les critères de sélection des universités apparaissaient pas déterminés à l'avance et donc opaques et avaient créé une vraie difficulté au sein du corps enseignant des universités. Sans doute pas des classes préparatoires, mais la dualité de notre système fait que la question de l'université a évidemment une importance très centrale là-dessus. Donc une responsabilité collective qui, me semble-t-il, n'est pas assumée, en tout cas explicitement, et l'idée de ne pas piéger les élèves en leur faisant miroiter la possibilité que, grâce à leur choix individuel, toutes les portes vont s'ouvrir, me semble être un élément très fondamental. La deuxième chose qui me semble essentielle, je termine Philippe très rapidement, mais Jean-Louis n'est pas là aujourd'hui, donc je prends toutes mes aises. Patience. Il me semble que la question de l'aval du baccalauréat n'a pas été traitée et que donc, si on a affaire à des profils plus individualisés de la part des élèves, cette question de discuter avec les universités, avec tout ce qui relève de l'après-baccalauréat est fondamentale, parce que s'il y a des profils plus individualisés et qu'il y a des critères de sélection qui restent noirs et blancs, on ne voit pas très bien comment ces profils individualisés pourraient déboucher concrètement sur des parcours qui sont réussis pour les élèves, satisfaisants, etc. Donc, il peut y avoir un aspect extrêmement mirage là-dessus. Et puis, je terminerai en disant un truc très simple, c'est que la question des moyens d'une réforme. Moi, j'ai toujours appris, en faisant les grandes écoles, que lorsqu'on faisait une réforme, il fallait beaucoup plus de moyens, au moins pendant 2, 3, 4 ou 5 ans. Et la question des moyens supplémentaires, certes, l'éducation nationale aura 1 milliard d'euros supplémentaires, mais est-ce que ça suffit ? Beaucoup de professeurs craignent qu'en fait, cette réforme, à travers le tronc commun et les spécialités, aboutisse en fait à des suppressions de postes. Et cette crainte, exprimée de plus en plus explicitement, évidemment, enterrerait cette réforme, en tout cas dans sa légitimité, extrêmement rapidement si elle se révélait exacte. Ce n'est pas l'ectoplasme de Jean-Louis, si tant est que Jean-Louis puisse avoir un ectoplasme, qui me pousse à accélérer les rythmes, c'est mon œil sur la pendule, mais je vous rappelle que nous aurons, après cet enregistrement, une demi-heure de conversation avec la salle qui permettra éventuellement de revenir sur tel ou tel point. Richard Verly. Alors j'ai donc fait le tour d'horizon des nouvelles qui sortent sur cette rentrée scolaire et j'ai trouvé une nouvelle particulièrement intéressante, c'est l'explosion actuellement de l'alternance, dont on ne parle pas. Et ça prouve une chose, et c'est que l'apprentissage fonctionne très bien et qu'il correspond sans doute aux vœux à la fois des employeurs qui prennent ces élèves en alternance et aux vœux des élèves eux-mêmes de se retrouver le plus rapidement possible au contact du monde du travail. Je le dis parce que je crois que la réussite d'une réforme scolaire ne se joue pas seulement à l'école. Elle se joue aussi dans la capacité de cette école à être en contact, en symbiose avec la demande du marché du travail, et que peut-être cette explosion de l'apprentissage, j'ai noté qu'on a maintenant 28% d'augmentation du nombre d'élèves en alternance par rapport à l'année 2017, c'est peut-être une bonne nouvelle parce que ça va peut-être au sein des lycées infuser et démontrer aux élèves qu'il y a une autre voie que simplement la voie classique de l'accès à l'université, dont on sait qu'en France elle est extrêmement périlleuse compte tenu des difficultés d'y trouver son chemin, tout simplement. La deuxième chose, c'est que je pense que l'éducation est au fond pour moi le chantier modèle de la Macronie. Et quand je dis modèle, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, ça veut dire que c'est sans doute sur ce chantier-là qu'Emmanuel Macron et les siens se profilent le plus. Et qu'est-ce que l'on voit derrière toute cette réforme ? On voit deux choses. D'abord, c'est la réussite individuelle. C'est cette idée très macronienne, et il n'arrête pas de le répéter, le président, qu'il faut que les Français soient responsables, prennent leur destin en main, et quelque part, il s'adresse aux élèves en disant « c'est aussi votre charge, votre responsabilité personnelle que d'assumer vos choix ». Ça, c'est très macronien. Je ne me prononce pas pour dire si c'est bien ou si c'est mal. J'ai bien entendu, et Lucile a tout à fait raison, l'appel à la responsabilité collective lorsqu'il s'agit d'éducation, mais je ne pense pas que c'est comme ça que raisonne Emmanuel Macron et pas comme ça non plus que raisonne Jean-Michel Blanquer. Deuxième élément, et pourquoi c'est symbolique de la Macronie, c'est cette idée
idée que de toute façon, l'égalité des chances, le problème principal, c'est les quartiers difficiles. C'est là où il faut le plus possible réduire les effectifs dans les écoles primaires, mais par contre, sur tout le reste, sur toutes les zones rurales, là, il y a un engagement pris de ne pas fermer de classe, mais ça s'arrête là. Or, moi, je pense que c'est quand même un peu court comme discours, de résumer la question de l'égalité des chances, finalement, aux quartiers en difficulté, alors qu'il y a aujourd'hui un vrai problème d'ascenseur social pour les jeunes qui viennent des régions rurales, des régions compliquées au niveau de l'accès à beaucoup de choses. Eh bien, ça aussi, pour moi, c'est très macronien. Pour l'instant, Emmanuel Macron et son entourage et Jean-Michel Blanquer n'ont pas compris qu'il y a un problème avec un peu cette France du vide. Je le dis parce qu'il y a cette diagonale du vide dont on dit qu'elle traverse la France, parce que cette France-là, elle ne se retrouve pas dans cette réforme. Michaëla Wiegel. Oui, alors je remercie Richard parce que justement, je voulais aussi parler de l'apprentissage. Alors, je sais que je suis devant un public des têtes très bien faites, en plus dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Donc, c'est vraiment tout humblement que j'essaye de dire que j'ai l'impression que le ministre Blanquer essaye de rapprocher le système français au système allemand. Imaginez un pays où il n'y a pas de ministre de l'éducation, c'est l'Allemagne. Il n'y a pas de ministre de l'éducation. L'éducation est l'affaire des Länder, donc il n'y a pas de centralisation. Et on a depuis qu'on puisse penser, en tous les cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un système où justement le contrôle continu joue autant que les épreuves du baccalauréat. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, Lucille, tu as dit que le baccalauréat français était unique au monde. Alors effectivement, probablement, mais aujourd'hui, au moins en Europe, on a des étudiants venant de France, d'Allemagne, qui ont donc des fins de parcours qui entrent en concurrence. Et donc, effectivement, je crois que pour avoir des élèves sortant du lycée et se portant candidat sur les études, des places des études supérieures, qui soient, plus semblable, c'est probablement aussi une nécessité de ne pas tout axer sur les épreuves finales du baccalauréat français, qui est un rite, effectivement, comme la rentrée pour tout le monde au même moment. Ça aussi, ça n'existe pas en Allemagne. Imaginez des vacances, les grandes vacances, qui ne sont pas au même moment pour tous les jeunes Allemands, et donc une rentrée décalée selon les Länder, ce qui fait qu'on n'a pas ce grand mouvement où toute la nation... alors, sur l'apprentissage, parce que je pense que d'un côté, donc, ce que je vois, en tous les cas, comme tentative, après, il y a effectivement la question des moyens, et là, je dirais surtout des moyens accordés aux professeurs. Moi, je trouve, quand j'ai vu les chiffres comparatifs, je trouve ça un scandale que la France ne paye pas mieux ses professeurs, parce qu'ils font quand même le travail de l'avenir de la nation, pas seulement de la Macronie. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est cette réforme du baccalauréat vient de pair avec une pub, on peut dire ça, pour l'apprentissage, de dire aux élèves, finalement, il y en a pour qui l'apprentissage peut être une voie et non pas une voie de garage, comme aujourd'hui, c'était encore beaucoup dans la pensée des enseignants. Celui-là, il n'est pas bon à l'école, donc on le met dans une alternance. Non, il peut y avoir des enfants qui ont tout à fait les capacités, mais qui réussissent mieux et qui vont aussi avoir un parcours de vie après beaucoup plus performant et avoir une vie, justement, c'est ça, on prépare à la vie quand même à l'éducation nationale, beaucoup plus équilibrée en étant des succès dès le plus jeune âge. Donc, moi, je crois qu'il y a deux aspects où l'Allemagne devrait s'inspirer, c'est justement la scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Ce n'est
c'est loin d'être le cas en Allemagne, et on voit notamment avec les dernières vagues d'immigration qu'on en a besoin d'un système d'apprentissage, notamment de la langue, qui commence très tôt. Et le dédoublement des classes, c'est lié, des premières classes, pour justement garantir à tous les élèves dès le plus jeune âge à partir avec un bagage éducatif, écrire, compter, qui soit garanti. Mais tout ça, bien sûr, a un coût. Nous avons été prolixes à propos de la Grande-Bretagne, ce qui montre sans doute notre attachement à ce pays, mais l'heure est impitoyable. Et je vous propose donc que nous passions maintenant à la dernière de nos séquences, celle des brèves. Je voudrais profiter de ce que je suis l'homme qui distribue la parole pour me la distribuer à moi-même. Et recommander 3 choses. Premièrement, le film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière, qui est un film d'une intensité remarquable, tant dans le sujet que dans l'interprétation des acteurs, notamment Roche Dizem, mais pas seulement Roche Dizem, et d'une musique, d'une intelligence et d'une subtilité. La musique est de Grégoire Hetzel, qui est tout à fait remarquable. La deuxième chose, c'est que je voudrais recommander le numéro 100, l'exceptionnel numéro 100 de Books, dont le sous-titre est « L'actualité à la lumière des livres ». Le titre de ce numéro 100, c'est « Du bon usage de l'esprit critique », et je pense que l'intérieur, sans chercher à être iconoclaste, l'est à bien des égards, mais il l'est toujours d'une manière documentée et qui montre que le journalisme est véritablement un métier et non pas un loisir, une occupation ou une carte de visite. Et puis enfin, les vacances, ça sert à plonger dans ces bibliothèques pour retrouver des livres qu'on avait un peu oubliés. Et j'ai retrouvé le livre de Fruttero et Lucentini, un duo magnifique d'auteurs italiens. Ce livre s'intitule « Le retour du crétin » et il a été publié aux éditions Arléa. On peut sûrement le trouver sur Internet. Je voudrais juste en tirer... C'est un livre, entre autres choses, où les lieux communs sont pourfendus avec une bonne humeur tout à fait remarquable. Et il s'agit là de la crise des valeurs. Fruttero et Lucentini sont excédés par l'utilisation constante de l'expression « la crise des valeurs ». Mais la fonction des valeurs, écrivent-ils, c'est précisément d'être en crise, en péril, d'être sans cesse menacées, érodées, combattues, foulées aux pieds. Si elles étaient au-dessus de toute discussion, si personne ne songeait à les mettre en question ou à leur faire la guerre, elles ne seraient justement plus des valeurs. Leur signification, leur existence en tant que concept réside dans leur précarité, dans cette vie tristement schizophrénique qu'elles mènent entre l'absolu et le relatif, luttant désespérément contre leurs ennemis nombreux, tout en sachant que sans ces ennemis, elles mourraient, cherchant à tout moment à s'imposer définitivement, mais convaincues qu'elles doivent se tenir hors d'atteinte. Richard Verly. Eh bien, je profiterai d'un anniversaire pour donner quelques conseils de lecture ou quelques suggestions. Cet anniversaire, c'est celui de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne suite à l'intervention allemande en Pologne de 1939, puisque vous savez que c'était le 2 septembre 1939 que la France puis le Royaume-Uni entrent en guerre. Et j'ai relu à cette occasion L'étrange défaite de Marc Bloch, publié aux éditions Folio, que je vous recommande à tous, parce qu'elle est passionnante sur son analyse à travers la défaite de la société française de l'époque, mais je vous recommande en même temps le très beau documentaire avec de magnifiques images d'archives. Je ne soupçonnais pas que la population de 1939 avait été autant filmée à l'époque. Ce documentaire, c'est 1939 d'Antoine Wittkin. Il a été diffusé sur France 3 et je crois qu'il est en replay encore pendant 1 mois. C'est vraiment l'occasion de se plonger dans cette atmosphère si particulière que fut la drôle de guerre. Et ensuite, pour être totalement déprimé, eh bien, vous vous plongerez dans l'énorme pavé des éditions Passé Composé sur l'opération Barbarossa, que décida Hitler lorsqu'il força ses généraux à envahir l'Union soviétique. Yvan Edouard disait il y a des jours où ça va tellement mal qu'on va à Gare de l'Est pour voir si la guerre n'a pas été déclarée. Michaela Wiegel. Moi, je retourne au Brexit et à Boris Johnson et je recommande la lecture de son livre dont j'ai malheureusement que la version anglaise mais qui a été traduit en français. Oui. Voilà, The Churchill Factor, comment un homme a fait l'histoire. Alors c'est aujourd'hui avec la perspective d'aujourd'hui, c'est très intéressant de relire
comment Johnson, à travers Churchill, explique l'histoire de la Grande-Bretagne, et où il pleut souvent. Et en fait, en réalité, c'est un excellent livre, mais on peut aussi se dire que le fil rouge est probablement l'explication de l'erreur aujourd'hui de Johnson, c'est-à-dire il pensait que son arrivée pouvait aussi changer le cours de l'histoire, et on voit les limites de cette démarche. Et je voulais raconter, parce que j'ai commencé à parler beaucoup de Biarritz, d'une découverte que j'ai faite à l'hôtel du Palais de Biarritz, donc là où se sont réunis les chefs d'État et de gouvernement, qui m'a beaucoup amusée. À l'époque, au début des années du siècle dernier, le roi Edward, il préférait rester à Biarritz pendant des longs mois, et à la dernière démission du Premier ministre, il a considéré qu'il n'avait pas besoin de rentrer à Londres, donc il a nommé le nouveau Premier ministre à Biarritz, et ce nouveau Premier ministre, Asquith, a eu la bonne idée de nommer un ami qui était Winston Churchill. Donc on peut dire, et c'était son premier rôle au gouvernement britannique, on peut dire que les choses britanniques ont souvent commencé à Biarritz. Sur le livre de Boris Johnson sur Churchill, je l'avais recommandé à l'époque, j'avais recommandé à la traduction française. Le livre est très remarquable. Par une connaissance de Churchill qui est vraiment extrêmement pointue, et en même temps une capacité à analyser les erreurs de Churchill comme ses succès, qui est tout à fait étonnante. Et il y a pas seulement une connaissance, mais il y a une admiration intelligente qui m'avait beaucoup impressionné. Lucie Schmitt. Oui, moi je voulais revenir à mes amours écologiques et vous recommander le livre de Stéphane Foucard, le journaliste du Monde, qui s'intitule « Et le monde devint silencieux ». Et le sous-titre, c'est « Comment l'agrochimie a détruit les insectes ». Alors déjà, le titre est assez beau et en fait est une référence explicite au livre de Rachel Carlson qui avait été publié en 1962, Silent Spring, qui déjà expliquait comment la question de l'usage des pesticides irraisonnés rendait silencieux notre monde. Rachel Carlson parlait des oiseaux à l'époque, et en fait Stéphane Foucard parle davantage des insectes. Mais ce qui est très intéressant, parce que Stéphane Foucard a reçu avec Stéphane Aurel le prix du journaliste d'investigation, c'est que c'est une enquête qui je qualifierais de démocratique. C'est-à-dire que c'est une enquête qui nous explique comment nous, citoyens, si nous voulons comprendre au fond le monde tel qu'il se passe et le transformer, nous devons investiguer sans cesse, non pas seulement dénoncer, mais expliquer le sens même de certaines manipulations, notamment sur la question du recours à la science ou pas. Et il décrit aussi d'une manière que je trouve très belle la façon dont ces néonicotinoïdes, terme barbare, sont une sorte de robe de Médée, puisque c'est ça le terme qu'il emploie, puisqu'au fond, et c'est là qu'on voit que la question des sciences et du bon apprentissage des sciences pour nous dans le monde tel qu'il vient, et j'espère que la réforme du bac le permettra, c'est essentiel parce que c'est une robe de Médée qui fait que lorsque on se heurte à une plante qui préventivement, lorsqu'on est un insecte, a été traitée par ces néonicotinoïdes, il ne reste plus qu'à mourir et à empoisonner la ruche. Donc c'est tout le système, c'est toute une robe de Médée, au fond, que nous avons répandue sur la nature. Et je pense que dans ce livre, je termine Philippe, on prend aussi conscience du temps qui passe. On dit toujours ça, mais c'est une figure de style, je ne sais pas comment la qualifier. Bien, j'avais dit avec Gallo. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend conscience du temps qui passe, parce que 1962, c'était il y a, je pense, 56 ou 57 ans. Voilà. Vous avez sans doute roulé en voiture pendant les vacances et vous avez sûrement remarqué que vos pare-brises sont beaucoup moins souillés par des insectes qui viennent s'écraser qu'ils ne l'étaient autrefois. Cette émission est enregistrée et mise en onde par Laurie Galligani avec Christian Sori, l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois. Nicolas Tourneau assure la gestion de notre site. Benoît Carré, la retranscription dans ces compendiums qui sont publiés chaque semaine et qui semblent avoir recueilli tout votre intérêt. Olivier Magloire a contribué à la préparation de cette émission. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes sont nos producteurs. La prochaine émission en public, c'est le dimanche 13 octobre, qu'on se le dise. Et en attendant, merci au public de l'école alsacienne avec qui nous allons poursuivre sous la forme du Bada.